Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver avec Philippe Leduc et Renaud Degas pour une nouvelle émission des Contrepoints de la Santé en ce début janvier. J'en profite pour nous souhaiter une bonne année 2025. Il semblerait que nous en ayons besoin. Celles et ceux qui nous écoutent notamment s'intéresseront évidemment à ces sujets d'actualité que nous ouvrons ce matin, notamment donc sur 5 ans après les premiers cas de Covid-19. Souvenons-nous ensemble de cette période, de cette pandémie et des conséquences qu'elle a eues sur chacun d'entre nous et sur nos sociétés. Nous allons nous intéresser donc à y poser la question d'une possible pandémie. Les alertes se multiplient, les grippes sous toutes ses formes, H1N1, SARS-CoV-2, H5N1, mais également le Mpox, la dengue, la bronchiolite, le Zika, la rougeole, la coqueluche, le chikungunya. La liste est très longue. Le risque d'une nouvelle pandémie est-il inéluctable? Comment s'en prémunir? Sommes-nous prêts? Tant du point de vue de la recherche que des mesures de protection, avons-nous tiré des enseignements du Covid? Nos confrères Gérard Davet et Fabrice Lhomme ont écrit un livre qui évidemment nous a intéressés, essentiellement d'ailleurs sur une période en fait de la crise du Covid, les masques et notamment les positions des acteurs et en particulier de l'État dans cette affaire des masques qui devient sans doute un best-seller. Ça s'appelle Les juges et l'assassin. C'est publié chez Flammarion et un sous-titre L'enquête secrète au cœur du pouvoir. Ce sont donc des questions que nous poserons ce matin à nos invités. Jean-François Delfraissy, vous êtes le président du comité national consultatif d'éthique et vous avez été vous êtes l'ancien président du conseil scientifique Covid-19, vous êtes un immunologiste. Arnaud Fontanet, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du laboratoire épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. Vous êtes évidemment, vous aussi, vous avez été très investi dans la lutte contre le Covid. Vous avez écrit un article qui nous a beaucoup intéressé dans Le Monde du 9 décembre. Les menaces de la nouvelle pandémie restent très présentes. Je crois que c'était le titre du livre. Et puis, nous recevons Hervé Raoul. Bonjour monsieur, très heureux de vous recevoir. Vous avez dirigé le laboratoire P4, c'est important, à Lyon, Pasteur-Mérieux, je crois, de Lyon, mais vous êtes actuellement le directeur général adjoint de l'Agence nationale de recherche sur le sida-maladies infectieuses émergentes, l'ANRS-MIE, et vous êtes le coordinateur, je crois, du futur partenariat européen pour la préparation des pandémies ou de la pandémie. Cette émission a été enregistrée ce mardi 28 janvier 2025 dans la matinée à Paris, à la Villa M. Je remercie nos partenaires, le groupe Pasteur Mutualité, Point Vision, Care et Via Voice. Première question, Philippe. Merci Pascal, bonne année et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'on se dit qu'il va y avoir une prochaine pandémie. Alors la première question, premier tour de table, peut-être un peu provocante, mais est-ce que vraiment il y a un risque d'une pandémie? Est-ce qu'on ne joue pas un peu à se faire peur? Et est-ce que les spécialistes, pas vous, mais qu'on entend partout dire il va y en avoir une? Je l'avais dit, si jamais il y en a une, je l'avais dit. Alors est-ce que vraiment c'est un risque important et comment on peut mesurer ce risque? On commence peut-être par vous, Arnaud Fontanet. Alors, je pense qu'il suffit de se tourner vers les chiffres des 20 premières années du XXIe siècle. Si vous regardez ce qui s'est passé en fin de XXe siècle, sur 40 ans, vous avez eu 5, ce qu'on appellerait émergences notables, des nouveaux virus qui franchissent la barrière d'espèce, arrivent chez l'homme, se transmettent. Le sida était probablement le plus impactant de cette période. Si vous regardez maintenant les 20 premières années du XXIe siècle, vous avez déjà eu 10 émergences notables. Et je ne vais en citer que quelques-unes qui vont évidemment vous rappeler des souvenirs. Le SRAS en 2003, la grippe H1N1 en 2009. On a eu l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest 2014 qui a été très importante. Il y a eu le Zika en Amérique latine en 2015. Il y a eu la Covid-19 évidemment en 2019. Et ne serait-ce que les bêta-coronavirus, on a eu 3 émergences de nouveaux bêta-coronavirus pendant le début du XXIe siècle. Alors que si vous voulez savoir quand remontaient les émergences précédentes, bon, peut-être HKU1 quelque part dans les années 70, c'est pas très établi. Il faut remonter à ce qu'on a appelé la grippe russe de 1890, qui était en fait l'émergence d'OC43, un autre coronavirus, pour avoir un de ces
virus de ces familles-là qui arrivent en population humaine. Donc vous voyez qu'il y a ici quand même, rien que dans les faits, des émergences très notables depuis 20 ans qui nous amènent à penser malheureusement que les conditions générales propices à ces émergences sont aujourd'hui beaucoup plus présentes qu'elles ne l'étaient dans le passé et qu'on doit s'attendre à de nouvelles émergences. On va continuer le tour de table, mais quand on parle de pandémie, on inclut in fine virulence. H1N1, bon, ça n'a pas été si grave que ça. Donc, est-ce que la prochaine pandémie arrivera manifestement, mais est-ce qu'elle sera aussi virulente que le Covid? Alors, vous avez raison de dire qu'elles n'ont pas toutes le même impact, mais le Covid nous a donné la démonstration que ces émergences peuvent conduire à des crises sanitaires qui mettent le monde entier à genoux. Et ça, c'est un signal très fort qu'on ne peut plus ignorer. Donc, effectivement, avec H1N1, on a eu, entre guillemets, la chance que la létalité, la proportion de décès associés à chaque infection était entre 1 sur 10 000 et 1 pour 100 000, très inférieure à ce qu'on a vu, par exemple, avec la Covid-19, qui était à 0,5 à 1%, mais encore plus inférieure à ce qu'on voit avec le MERS, 30%, le SRAS, 10%. Vous voyez que ces chiffres peuvent devenir beaucoup plus importants. Donc, on ne peut pas rester ici en se disant on espère que la prochaine aura une virulence faible. Je crois que là, les signaux sont très forts. Il y a une accélération des émergences et la Covid-19 nous a démontré que ces émergences peuvent amener à des crises sanitaires absolument majeures. Donc, on se doit d'être préparé. Et je pense que ça n'a rien de devin de dire qu'il y en aura une prochainement. Évidemment qu'il va y en avoir. Alors, et justement, on va voir si on se prépare bien ou pas. Et c'est peut-être le problème. Mais Hervé Raoul, parmi toutes ces maladies infectieuses, vous vous occupez des maladies infectieuses émergentes en particulier. Quelle est celle qui va arriver plus sûrement? Est-ce qu'il y a un palmarès? Le Covid, en plus, c'est amusant parce que le Covid a quasiment disparu aujourd'hui. Donc, c'est difficile de suivre ces maladies infectieuses émergentes. Alors, laquelle? Le Covid ne peut plus être émergent puisqu'il a déjà émergé. Donc, je dirais que la situation et la perception du fait qu'il n'est plus là est peut-être légèrement faussée. Voilà, c'est la question liée au phénomène endémique sur lequel on ne va pas s'attarder maintenant. Savoir ce que sera la nouvelle émergence, c'est compliqué. Je pense qu'on commence à avoir quelques pistes sur ce qui pourrait être des grosses épidémies. Pour ce qui concerne des pandémies, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui est capable de répondre vraiment à la question. Et les grosses épidémies, alors? Alors, sur les grosses épidémies, il y en a qu'on a vues par le passé récent, notamment ce qui a concerné les arboviroses. Tout le monde a entendu parler du chikungunya, parce qu'avant le SARS-CoV-2, il faut savoir quand même qu'on avait déjà appris un certain nombre de choses au travers d'événements qui se sont produits. Il y avait eu le chikungunya, on a eu Ebola en Afrique de l'Ouest, qui a quand même surpris tout le monde par son ampleur, ce qui était absolument inhabituel. Ensuite, on a eu Zika. Et puis ensuite, on voit de nouveau apparaître un certain nombre de choses. Donc, il y a eu des craintes sur la dengue. Et je pense que ces craintes, il faut toujours les prendre en compte pour se préparer, parce que ça fait partie des choses qui peuvent nous arriver. Oui, mais Ebola, par exemple, n'est pas vraiment arrivé jusqu'à nous. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Comme on l'a vu d'ailleurs en citant les arboviroses, mais aussi les fièvres hémorragiques, on voit bien que la plupart de ces émergences, et c'est vrai pour le Covid aussi probablement, sont d'origine zoonotique, donc animale à l'origine, et qu'aujourd'hui, avec tous les phénomènes à la fois de globalisation, avec les échanges notamment de biens, mais aussi avec les changements climatiques, finalement, ces réservoirs qui hébergent ces pathogènes peuvent très bien arriver aujourd'hui dans des zones où ils ne sont pas forcément naturellement présents. Et ensuite, l'arrivée de certains virus, on l'a vu dans certains exemples, en fait, ces pathogènes, ces virus, peuvent trouver un réservoir qui n'était pas leur réservoir initial dans les lieux où ils arrivent à s'adapter. Donc ça fait partie des choses quand même sur lesquelles il faut être assez vigilant. Simplement un commentaire. Oui. On va revenir dans le détail, ça nous intéresse beaucoup de voir comment s'installent les pandémies, mais vous avez écrit, j'ai regardé, que nous pensions, alors nous des hommes, Philippe et moi, d'information, et Renaud, que le monde, la santé serait celle qui vient des maladies chroniques. Et en réalité, vous dites, pas tout à fait, je crois que c'est vous qui dites ça, plus tout à fait les maladies chroniques, mais aussi, il faut intégrer que nous aurons les maladies chroniques, diabète, etc., mais aussi les maladies épidémiques. Expliquez ça, c'était vraiment intéressant. Parce que nous, on a vraiment travaillé sur l'idée que dans les années qui viennent, eh bien, nous aurons à traiter, le système de santé aura à traiter essentiellement des maladies chroniques. Mais en fait, c'est pas si vrai. Alors, c'est une question compliquée. C'est effectivement. Nous ne faisons pas dans le simple. On peut traiter deux choses en même temps. Non, exactement. Et on demandera la même chose à Jean-François Delfrécy. Je pense que Jean-François sera mieux placé que moi, mais très clairement, j'aurais tendance à dire aujourd'hui qu'il faudra considérer les deux.
Et il y aura une notion de périodicité qui ne sera pas exactement la même. C'est-à-dire que par définition, une maladie chronique, elle est là tout le temps, elle progresse ou elle régresse en fonction de ce qu'on est capable de développer comme contre-mesure. Et alors que les maladies émergentes, par nature, sont des maladies qui vont apparaître soudainement, qui très souvent atteignent un pic, voilà, avec les conséquences qui vont être très diverses d'un pathogène à l'autre d'ailleurs, mais qui ensuite ont vocation, en tout cas on le souhaite, face à tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui pour être mieux préparé, à disparaître ensuite ou en tout cas être régulé. Alors, Je dirais juste, en complément de ce que vient de dire Hervé, c'est que, et je reviens sur ce caractère de soudaineté de l'émergence aiguë, les maladies chroniques, pour quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, au ministère de la Santé, en fonction de la pyramide des âges de la population, des expositions qu'on a, alcool, tabac, pollution atmosphérique, etc., on peut projeter à 20-30 ans quelles vont être l'évolution de ces principales pathologies chroniques qui touchent effectivement la majorité de la population, et on peut planifier. Le problème de l'émergence aiguë, c'est que un vendredi soir, parce que ça commence toujours un vendredi soir, on reçoit une alerte sur nos réseaux mail qui nous disent un nouveau virus vient d'être identifié à tel endroit, il a des caractéristiques préoccupantes, et puis on sait que là, dans les 3-4 jours qui viennent, on commence à apprendre tous les éléments qui feront qu'on sait que la période qui vient va être une période extrêmement tendue et difficile. Et là, c'est là où effectivement vous avez une rupture brutale de nos modes de vie, les voyages, les rassemblements, justement, etc. Jean-François Delfrécy, au niveau du je Conseil... complète simplement dire auquel les responsables, nous avons beaucoup de directeurs d'hôpital qui nous suivent, auxquels les responsables d'organisation du système de santé ne sont pas habitués. Finalement, dans leur stratégie, c'est toujours de la planification. Et quand c'est vraiment émergent, c'est difficile à planifier. De toute façon, ce sont des événements extrêmement brutaux qui, du coup, vont être très disruptifs sur le mode de fonctionnement. C'est très important de s'y préparer, mais il y a toujours une part d'imprévisible. Et c'est là où on rentre dans des périodes de crise qu'on apprend à gérer de mieux en mieux, mais ça s'appelle des crises, et pas pour rien. Alors, Jean-François Delfrécy, vous êtes au cœur du Covid. Comment vous voyez l'avenir? Alors, est-ce que vous pensez aussi qu'on aura prochainement une pandémie, qu'on s'y prépare plus ou moins bien? Et vis-à-vis de la réaction des populations, quel est votre regard sur cette problématique? Moi, j'ai un regard avec beaucoup d'humilité. Parce que je partage évidemment ce qui vient d'être dit. On est assez persuadé qu'il y aura une nouvelle crise de maladies émergentes dans les années qui viennent. Mais comment? Quel virus? Quel mode de transmission? Enfin, c'est logique, hein, on essaie de se préparer au mieux et on y reviendra. Et je pense qu'on n'a pas tiré encore les vraies leçons finalement de la réponse au niveau du Covid, tant au niveau santé que organisation de la réponse, hein, et organisation entre cette interface entre les réponses de santé et les réponses politiques. Mais je pense qu'il faut quand même beaucoup d'humilité, hein, parce que finalement, un certain nombre d'entre nous qui étions déjà dans cette ambiance de maladie émergente, on avait dit qu'il y aurait une nouvelle maladie émergente, mais ce n'était pas du tout le Covid qu'on avait prévu. On avait prévu plutôt un virus grippal muté. Hein. C'était plutôt ça qui était sur la table. Donc il faut pleinement le reconnaître. Et je ne sais pas, moi, ce qui arrivera sur les 10 années qui viennent. Bon, il y a une certaine... Maintenant, on a des modèles qui permettent peut-être de mieux aborder tel ou tel pathogène, mais avec beaucoup d'humilité. Je rappelle, puis alors, il y a des pièges. Hein. On a eu une discussion avec Arnaud il y a 10 jours sur le démarrage du Covid, et on se rappelait tous les deux, ou plutôt Arnaud me rappelait aussi cette grande difficulté qu'on avait eue à partir dans le courant février, à comprendre que la différence avec Covid-19 par rapport aux autres SARS était qu'il y avait une transmission qui se faisait alors que les gens étaient asymptomatiques. Hein, et c'était totalement imprévu. Totalement imprévu. Il a fallu plus d'un mois pour qu'on valide. C'était plutôt mi-mars qu'on a validé après 2 ou 3 papiers. Donc voilà, sur des points très très précis, et ça change complètement la donne. Hein. Donc moi je dis beaucoup d'humilité, et du coup dans la préparation, il faut investir beaucoup dans une recherche des nouveaux, ouverte. Déjà pour le sida, que vous connaissez bien, on avait changé un peu les modèles. On parlait de porteurs sains et on s'est aperçu que c'était complètement différent. Oui, mais enfin, le
le VIH/SIDA qui reste pour moi quand même finalement ce qui a été enfin je sais pas, ça a été très impactant aussi mais ça a changé notre société, mais on était dans une temporalité différente, hein. Et c'est le SIDA se compte en années entre guillemets sur à la fois les conditions du diagnostic, les évolutions, la description, le fait que finalement la maladie est essentiellement dans le sud global, et l'arrivée des médicaments, mais qui vont prendre des années et des années. Là, maintenant, Arnaud le disait très bien, on est dans l'arrivée de quelque chose du vendredi soir et qui enflamme une partie de la planète dès le début de la semaine. Donc, et pourquoi ? Parce que, et ça a été rappelé, parce que notre monde a changé, parce que les interactions entre les peuples sont beaucoup plus importantes. Moi, je cite souvent l'exemple du hub d'aéroport, où vous avez 50 personnes qui sont ensemble, et puis ensuite, 1 heure après, il y en a 30 qui vont partir vers les États-Unis, 30 qui vont partir vers l'Asie, et puis 10 qui vont partir vers l'Afrique. Ouais. Et il y a eu, parmi d'entre eux, quelqu'un qui arrivait et qui apportait un virus et qui repart. Et je trouve que pour les citoyens, cette notion du hub d'aéroport, elle est très parlante, parce qu'elle montre bien comment nos rapports peuvent se faire. Encore que intégré dans nos mémoires, enfin, même si nous ne l'avons pas vécu, mais enfin, dans nos schémas intellectuels, on savait avec la peste qu'elle était arrivée par bateau, enfin, etc. Bon. Elle a pris 6 mois. Elle a pris 6 mois pour arriver de ce qui aujourd'hui est le Liban à Marseille. Là, on parle de quelques heures. D'accord. Et alors, les origines... En 1347, hein, les origines, c'est toujours essayer de nous expliquer un peu ces mécanismes compliqués de manière simple. Ça vient toujours les régions, souvent d'Afrique, la Chine, etc. L'épidémiologiste distingué que vous êtes. Bon, on l'a déjà évoqué, hein. Pour la plupart, il s'agit de virus qui nous viennent du monde animal, qui franchissent ce qu'on appelle la barrière d'espèce pour s'adapter à l'homme et devenir transmissible d'homme à homme, ce qui est une étape aussi absolument fondamentale qui, heureusement, n'a pas encore été franchie avec le virus de la grippe aviaire H5N1. Mais du coup, ce qu'il faut regarder, ce sont quels sont les animaux qui sont susceptibles d'être porteurs de ce type de virus et où se font les points de passage de l'animal à l'homme, avant même de parler de la dissémination au travers du globe par les avions et d'autres moyens de transport. Là, je crois que les endroits vraiment importants, il y en a un certain nombre qui ont été identifiés. Vous avez les marchés d'animaux sauvages d'Asie du Sud-Est, hein, où on a, et qui sont toujours ouverts aujourd'hui. Il y avait un papier dans Nature fin de l'année dernière qui expliquait comment les marchés en Chine continuent de vendre des animaux sauvages avec notamment toute une famille, les civettes, les furets, les visons, les chiens vivérins, les blaireaux, on les connaît bien, hein, qui sont des animaux qui sont très susceptibles d'être porteurs de ces virus qui après peuvent passer chez l'homme. Et tant que ces marchés seront ouverts, tant qu'ils ne seront pas surveillés, tant qu'ils ne seront pas régulés... Il paraît que Wuhan a été fermé, le 2e étage quand même. Le marché de Wuhan a été fermé, mais l'article dont je vous parle, c'est vraiment tout en Chine, hein, dans beaucoup de villes, vous avez des marchés qui sont encore actifs et des fermes d'élevage qui sont à côté. Vous avez en Afrique centrale beaucoup la chasse des grands primates, hein. On retrouve, notamment avant les épidémies d'Ebola, souvent des épidémies chez les grands primates. Et d'ailleurs, ils sont malades, donc les chasseurs les attrapent plus facilement, s'infectent, et c'est ainsi que le virus revient. Pour le sida aussi, c'était un peu... Alors pour le sida, ça s'est passé au début du XXe siècle, et on sait que le chimpanzé a été le porteur du SIV, hein, qui est le parallèle du HIV chez l'homme. Donc on a ces chasses de grands primates qui sont des pourvoyeurs importants. Et puis il y a l'élevage domestique, hein, je finirai avec cela. Là, on est plus sur le sujet, par exemple, de la grippe, où on sait que les élevages de volailles et de porcins vont être le relais de virus qui sont portés par des oiseaux migrateurs et aquatiques. Et c'est ainsi qu'ils peuvent passer à l'homme, avec quelquefois des, entre guillemets, bizarreries. On l'a vu avec les vaches laitières américaines pour le dernier virus. Je me rate. Sur ce point, moi, pour appuyer ce que vient de dire Arnaud, je pense que c'est une des leçons qui a quand même été tirée, en particulier de Covid-19. C'est-à-dire cette notion de Global Health, qui était évidemment dans la tête des spécialistes, mais encore que ce n'était pas dans la tête de tous les spécialistes de maladies infectieuses, hein, que ça a mis un certain nombre de temps avant de s'installer, mais qui n'était pas du tout dans la tête du politique. Et là, je pense qu'il y a vraiment une étape qui même chez M. Trump et M. Kennedy. Excusez-moi, Jean-François Delfrécy. Non, je parle des politiques raisonnables. Bon. Et on va en parler quand même. Et c'est vrai au niveau européen, par exemple, mais pas que, parce qu'il ne faut pas non plus... Il y a des gens qui portent la science au niveau des États-Unis qui continueront à la porter.
Donc, cette notion de santé globale est quelque chose qui est apparu comme un élément essentiel de compréhension et en termes de prévention. Je vous pose la question suivante, juste celle-là, parce que quand nos auditeurs ou téléspectateurs ont su que nous vous recevons, autant vous dire que ça les intrigue, c'est pour ça qu'ils nous suivent d'ailleurs, il y a eu une annonce qui, ils m'ont dit, il faut poser cette question. Mais je voudrais avoir votre avis, parce que c'est pas clair. On a appris que sur la Covid ou le Covid, la CIA aurait dit que finalement c'était un accident de laboratoire. Alors, je vous en ai parlé, parce que vous avez dirigé le P4 à Lyon, mais en fait, est-ce que c'est sérieux ou ça l'est pas? Parce que d'autres m'ont dit, mais non, mais c'est une histoire à la Trump, etc. Est-ce qu'on peut avoir votre avis là-dessus? Les trois avis. Hein. Je demanderai également à Jean-François Delversy ce qu'il pense de l'avis de son ami, M. Fauci. Alors, sur le fait, je ne peux pas contredire la CIA, parce que j'en fais pas partie, donc la façon dont ils ont pu obtenir leurs informations, je ne la connais pas. Ce qui est évident, en revanche, sur le principe, sur quoi on peut revenir, parce qu'ayant effectivement évolué dans des milieux de haut confinement, la notion d'incident ou d'accident de laboratoire est une réalité. Vous avez des publications qui sont faites tous les ans qui réfèrent... Les gains de fonction, ce qu'on appelle. Non. Des accidents de laboratoire où le personnel va potentiellement se blesser, s'exposer d'une façon ou d'une autre, exposer l'environnement, puisque les zones de confinement sont justement faites pour être entièrement closes et il peut y avoir des fuites, etc. Donc ça fait partie de la réalité des activités de recherche dans le monde entier. Donc ça, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Ça existe. Ensuite, ce que vous évoquez et ce vers quoi vous voulez aller, qui concerne la manipulation intentionnelle d'un certain nombre de pathogènes. Alors, il y a des faits avérés. Au moment de la guerre froide, avant la chute du mur, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de blocs qui travaillaient sur ces questions-là. Donc, c'est aussi une réalité. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Moi, personnellement, je n'en sais rien. En tout cas, je connais personne qui fait ce genre de choses. Je pense qu'il y a eu aussi probablement beaucoup d'exagération autour de ces questions. En revanche, justement, ce que j'ai toujours défendu, c'est qu'en fait, il y a des choses, à partir du moment où c'est pour des questions de santé, qu'on doit probablement pouvoir s'autoriser à condition de les faire dans des conditions de sécurité absolue. Et le nœud de la question, il est là. Ensuite, qu'il puisse y avoir un accident, on ne peut pas l'exclure, mais pour ce qui concerne le SARS-CoV-2, en tout cas pour ma part, j'ai absolument aucune réponse dans un sens ou dans l'autre. Mais on est au cœur de la problématique de quels sont les facteurs déclenchants, quels sont les facteurs favorisants. Alors, est-ce que c'est un problème de laboratoire et quels sont les autres facteurs favorisants? Pour compléter, la nouvelle directrice générale de l'Institut Pasteur parle de chaos écologique et rien n'est fait pour contrer ça. Vous avez dit les élevages sauvages en Chine, etc. Donc, est-ce qu'au niveau de ces facteurs favorisants, que ce soit les laboratoires ou le chaos écologique, est-ce que les dispositions sont prises aujourd'hui pour contrôler ça? Je peux compléter ta question? Mais bien sûr. Tu n'aimes pas ça. Mais il y a qu'une chose qui m'a frappé aussi dans mes lectures pour vous recevoir, c'est que l'on dit que sur certaines maladies, Zika, chikungunya, etc., dont nos pays, qui sont des pays de recherche, les populations ne sont pas habituées, ne comprennent pas vraiment et se sont dans le fond très loin de ces préoccupations et que c'est une vraie question que les chercheurs ne travaillent pas assez. Voilà, oui, mais donc sur ce point-là et sur les facteurs favorisants, est-ce qu'aujourd'hui on a pris conscience du risque en Chine, en Afrique? Est-ce qu'il y a un progrès? Est-ce que la mondialisation, on a parlé de la peste 1347, c'est parti de Marseille, ça a mis 6 mois, mais enfin ça fait beaucoup de morts. Est-ce que cette mondialisation fait qu'en fin de compte on est complètement impuissant? Alors, on va peut-être séparer les questions et les réponses. Première question, l'origine du SARS-CoV-2. Moi, personnellement, je pense qu'on ne saura jamais. Il y a actuellement un groupe de travail, plusieurs groupes de travail qui existent en France sur le sujet. L'un à l'Académie de médecine, l'autre au CNRS. Il y a une réflexion de l'Institut Pasteur sur le sujet aussi. Il y a des éléments qui vont vers un accident de laboratoire à partir de financements qui auraient pu être en partie américains sur des expériences de gain de fonction qui est autre chose. C'est-à-dire c'est modifier, travailler sur un virus qu'on connaît, le modifier avec un certain nombre de modifications génétiques pour lui faire acquérir certains caractères de transmissibilité accrue ou de sévérité accrue, pour mieux ensuite connaître quelles sont les protéines qui sont impliquées
dans les signaux qui sont donnés et fabriquer, par exemple, un certain nombre d'antiviraux ciblés ou cibler un vaccin. Bon, il y a toute une réflexion scientifique autour de ça. Et probablement, un certain nombre d'expériences de gain de fonction ont eu lieu dans certains laboratoires de Wuhan. Il faut comprendre que Wuhan aussi, c'est pas un P4. Il y a un P4, dont on a beaucoup parlé, mais il y a une dizaine de laboratoires de virologie qui travaillent sur des choses compliquées. P4, c'est un laboratoire qui est de haute sécurité. Voilà, mais haute ça, sécurité, on voilà. demanderait à Hervé qui va vous le décrire très précisément. Faut préciser. Mais c'est-à-dire c'est un endroit et qui continue où il y avait une densité de laboratoires de virologie travaillant sur des virus dangereux ou des bactéries dangereuses qui était particulièrement importante. Donc première hypothèse. Voilà, il y a eu 2 gains de fonction, puis à un moment donné, il y a eu un accident de laboratoire. Deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse qui est l'hypothèse plus classique, de rupture de barrière d'espèces, avec un certain nombre d'animaux réservoirs, les marchés, etc., et qui reste une hypothèse complètement actualisée. Moi, à titre personnel, je pense qu'on ne saura jamais. On ne le saura jamais. Il y avait un certain nombre de choses qu'on aurait peut-être pu savoir si tout à fait au départ, il y avait eu un certain nombre de prélèvements défectueux, etc. Je vous rappelle que la Chine, après avoir ouvert complètement, puisque avoir isolé le virus, le séquencé, l'avoir donné à la communauté internationale dès début janvier, c'est ensuite totalement refermé, et très vite. Donc il y a des choses qu'on ne saura jamais. Alors, sur les facteurs favorisant les causes produisant les mêmes effets, est-ce que sur les causes, il y a une prise de conscience dans le monde, avec l'OMS, les États-Unis qui vont sortir de l'OMS? Est-ce qu'on a les moyens de faire en sorte qu'en Chine, en Afrique, etc., on évite au maximum cette pandémie? Est-ce que ça marche ou pas? Alors là, si on monte en amont, en fait, je vous ai parlé des marchés d'animaux sauvages, la chasse d'animaux sauvages, les élevages. Si vous partez en amont, il y a des causes effectivement écologiques, environnementales importantes qui ne concernent pas simplement l'émergence des maladies infectieuses, mais si vous parlez du réchauffement climatique, le réchauffement climatique va favoriser la prolifération d'un certain nombre de vecteurs, des vecteurs moustiques particulièrement pour ce qui est des maladies qui peuvent être transmises à l'homme et impactantes. Et voilà, là on assiste à une recrudescence d'une maladie, Hervé le citait comme la dengue. L'épidémie de dengue au Brésil en 2024, si vous regardez la courbe, n'a rien à voir avec tout ce qu'on avait connu au Brésil jusqu'à présent. C'est une épidémie majeure. Le virus est descendu, enfin les moustiques porteurs un petit peu plus dans le sud du pays, mais il y a eu aussi une densification de la transmission. Et donc on s'attend... Quelle est la létalité? Excusez-moi, rappelez-nous un peu de la dengue. La létalité de la dengue est, entre guillemets, relativement faible, mais comme la population à risque est extrêmement élevée, on arrive à des chiffres absolus qui sont dans les dizaines de milliers par an. Donc c'est des chiffres importants. C'est quoi comme signe? Alors c'est que ça ressemble un peu à c'est ce qu'on appelle un peu une grippe, au sens où vous avez de la fièvre, vous êtes très fatigué, vous avez des douleurs musculaires, vous avez des signes de ce type, mais vous n'avez pas de signes respiratoires. Vous pouvez avoir des signes cutanés et puis surtout une très grande fatigue. Et vous la gardez très longtemps? C'est quelque chose qui habituellement se résout en quelques jours, mais certaines personnes peuvent faire des formes de fatigue prolongée dans les suites d'une dengue. C'est une maladie qui pour celles qui... Ça. Après, il y a des formes particulièrement graves qui sont des formes hémorragiques. En cas de réinfection avec un autre génotype de la dengue, c'est des choses un peu complexes, mais globalement, c'est surtout une maladie qui est très handicapante pour les populations qui sont touchées parce que vous avez un nombre très élevé de cas en population. Et c'est un peu ce qu'on voit aussi avec le chikungunya, qui sont plus du registre des maladies qui sont handicapantes pour tout le monde que de maladies aussi mortelles que celles qu'on avait citées jusqu'à présent. Mais en bref, on a cette prolifération de vecteurs. Nous, on le vit en France avec l'arrivée du moustique tigre. Ça fait 25 ans qu'il est arrivé dans le sud de la France et maintenant, il a, entre guillemets, conquis l'ensemble du territoire français quasiment. Et on verra en fin de période estivale, quand les densités de moustiques vont devenir importantes dans les années à venir, de plus en plus de cas de transmission qu'on appelle autochtones de ces virus, dengue, chikungunya, Zika. Il y en a encore très peu de transmission autochtone. Mais c'est en train d'arriver. Oui. Les hommes du Sud que nous sommes, on commence à connaître vraiment les moustiques. Ne serait-ce que la nuisance. Le soir, quand il fait chaud. Ne serait-ce que la nuisance déjà qu'apportent ces moustiques, mais après vous verrez que là, inexorablement, on va voir ces chiffres augmenter. Et là, ça peut quand même aller assez vite, à partir du moment où vous aurez des populations suffisantes. Donc voilà, ce sont des phénomènes que vous observez en France au quotidien sur le moustique tigre, mais qui, dans les régions tropicales, sont plus manifestes. Et là, c'est le
cousin du moustique tigre, Aedes aegypti, qui est responsable de cette transmission. Vous avez un nouveau virus, par exemple, Oropouche, cette année au Brésil et en Amérique centrale, porté par un moucheron et qui a donné une épidémie qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent. Donc là, ce sont des éléments associés au réchauffement climatique. Il y en a d'autres qui sont que les espèces animales vont devoir se déplacer au fur et à mesure que les températures vont augmenter et qu'il va y avoir de nouveaux contacts entre des espèces animales qui seront des opportunités. Vous nous annoncez le pire. Des opportunités d'échange et éventuellement d'émergence chez l'homme. Donc ce sont des choses qui sont modélisées, là, qui sont des modélisations assez complexes sur 50 ans, mais qui rejoignent, puisque vous me posez la question, des facteurs écologiques de grande tendance. Et puis il y a la déforestation. Je terminerai avec la déforestation. La déforestation déplaçant notamment les colonies de chauves-souris, les amène au contact d'animaux domestiques ou de l'homme, avec des possibilités de transmission. Alors là, la difficulté, c'est que les études bien faites, ça vous prend 20 ans d'une équipe de chercheurs, mais le plus beau papier que j'ai vu là-dessus est un papier qui est publié dans Nature et qui raconte en Australie comment des chauves-souris déplacées par la déforestation en arrivent au contact des chevaux, les contaminent, qui eux-mêmes vont contaminer des hommes et avoir des encéphalites. La chauve-souris, juste je termine avec ça. Rena Plowright, qui est le dernier auteur de ce papier, dit très justement « The world is full of anecdotes ». C'est-à-dire qu'il lui a fallu 20 ans pour travailler sur 50 km² et faire ce magnifique papier dans Nature, mais elle se déplace de 50 km et la situation est différente. Donc il faut voir les grandes tendances. Les grandes tendances, c'est réchauffement climatique, déforestation, ça c'est des éléments forts. Et après, vous aurez, et c'est là où je rejoins Jean-François, une leçon d'humilité, parce que comment ces bouleversements vont amener à l'émergence d'un virus et lequel ce sera, et ce sont des choses qu'on a beaucoup de mal à prédire. Alors, Jean-François, si vous vouliez intervenir, mais après, on verra, est-ce qu'on est prêt, c'est la deuxième demi-heure, savoir si on est prêt. Vous vouliez intervenir. Et juste sur la chauve-souris, elle est porteur de plein de choses, mais elle n'en subit pas les conséquences. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a des milliers d'espèces de chauves-souris. Il y en a certaines qui sont identifiées plus que d'autres. Pour tous nos fameux coronavirus, c'est la chauve-souris rhinolophe, museau en fer à cheval, qui est celle qui est impliquée dans la plupart des émergences. Vous avez les roussettes, qui sont d'autres types de chauves-souris qui portent un certain nombre de virus qu'on connaît être pathogènes pour l'homme. En France, c'est laquelle non, vous trouveriez, si vous regardiez les études qui ont été faites sur des chauves-souris de la famille proche du rhinolophe en Angleterre, ils ont retrouvé plein de coronavirus. Donc pas très loin de chez nous, pour une étude qui avait été très bien documentée, publiée l'année dernière. Mais donc on a effectivement toutes ces opportunités, si vous voulez, de transmission. Et là, il y a un travail en amont à faire. À Pasteur, pour rejoindre votre question, on a effectivement des personnes qui s'intéressent au pourquoi les chauves-souris sont-elles capables de porter des virus qui sont si pathogènes pour les autres espèces animales, pas seulement l'homme, et vivent très bien avec. Et ça peut être des phénomènes sur l'immunité, ça peut être des phénomènes d'antiviraux produits par ces chauves-souris, mais il y a des équipes effectivement qui s'intéressent à ces sujets parce que ça pourrait, par extrapolation, devenir des outils de réponse pour l'homme. Jean-François Delfouessy. Non, moi je voulais revenir à votre question finalement. Que peut-on anticiper? Quels moyens on a pour anticiper sur des questions aussi complètes? Alors chacun d'entre nous, on va probablement vous décliner des choses. Moi, je démarre. D'abord, une fois de plus, beaucoup d'humilité pour savoir ce qui arrivera ou n'arrivera pas. Deuxièmement, envisager le pire. Parce que c'est anticiper, il faut envisager le pire. Et envisager le pire, c'est avoir un virus qui va toucher, non pas être grave pour les personnes âgées, mais pour les enfants. Qui va être avec une transmission très particulière par voie respiratoire de façon... et à la fois combinant peut-être la voie respiratoire et la voie de contact, et qui poserait des problèmes majeurs sociétaux si ça touche préférentiellement les enfants. Et il faut, je pense que c'est dur, mais il faut qu'on se mette dans cette perspective-là. Envisager l'avenir, c'est dire on ne sait pas. Et si on ne sait pas, il faut financer la science au maximum. Et financer une science ouverte, c'est-à-dire une science qui certes est dirigée un peu sur les maladies émergentes, mais qui est très ouverte, c'est-à-dire accepter que des laboratoires travaillent sur des pathogènes dont tout le monde se fout, qui ne servent à rien. Et puis on sera content, dans 5 ans, tout d'un coup, d'avoir 1 ou 2 labos
qui sont capables, au moment où arrive une pathologie émergente, de donner quelques pistes. Hein. Et ça, on a énormément de mal à le faire comprendre aux politiques. Énormément de mal à le faire comprendre. Et enfin, un autre point... Surtout que le budget de la recherche diminue en France. Oui, mais on ne va pas tout remettre. Mais, leur faire comprendre qu'on investit dans de la recherche fondamentale qui ne sert à rien dans l'immédiat, mais qui peut servir dans 5 ans, c'est un combat permanent quand on essaie de le faire comprendre aux politiques. Hein. C'est terrible, et c'est une réalité. Et puis, il y a bien sûr des leçons qu'on peut tirer quand même de l'affaire Covid, et je pense que Arnaud pourra le faire. Moi, j'ai un dernier point qu'on a très peu abordé là jusqu'à maintenant, mais qu'on peut garder peut-être pour la fin, c'est l'organisation de la réponse. Voilà, on va en parler tout à l'heure. L'organisation de la réponse. Il fait les transitions, et, c'est parfait. Et l'organisation cette relation entre science et politique, parce que regardez l'Assemblée nationale que nous avons maintenant par rapport à celle que nous avions au moment de Covid en 2020, comment les types de décisions auraient pu être pris? On manque d'un vrai rétex sur des grands sujets de ce type, comment on s'organise. Voilà, alors ça c'est très bien. Donc c'est effectivement, merci à Jean-François Delfrécy de faire les transitions. Hervé Raoul voulait intervenir aussi. Mais oui, vas-y, je veux simplement, on peut parler quand même des États-Unis là. Il faut vraiment. Vous êtes à la fois un spécialiste, mais vous êtes aussi, vous allez rougir, vous êtes une de nos consciences, Jean-François Delfrécy. Comment vous regardez ce qui se passe actuellement aux États-Unis? Mais dites-nous des vraies réponses. Il y a l'histoire, d'abord, le procès de votre. Vous m'avez dit qu'il était votre collègue et ami Fauci. Vous avez un ministre de la Santé. Il a été nommé finalement Kennedy. Oui, je crois que oui, hein, qui est quand même un complotiste. Vraiment, pas le vrai héritier de son grand-oncle. Et troisième chose, également, surtout le retrait des États-Unis de l'OMS. Hein, qui me paraît quand même une question fondamentale. Là, qu'est-ce que vous nous dites pour que nous arrivions un peu à avancer? Puis les autres vont parler. Alors, moi j'ai envie de vous dire, on se calme et on attend un peu. Parce que derrière les effets d'annonce très tonitruants de Trump 2, il y a déjà des variations. Par exemple, sur le départ des États-Unis de l'OMS qui a été annoncé il y a une semaine, samedi dernier, il a largement modifié en disant que peut-être, après tout, ça pourrait se faire autrement. N'oublions pas non plus... C'est pas définitif alors. Voilà, c'est en cours, je crois. Et bon, vous savez que c'est pas seulement l'OMS, c'est globalement l'aide au développement. On a construit au cours des 25 dernières années dans l'ensemble des pays démocratiques, dont les États-Unis, qui ont joué un rôle majeur à la fois scientifique et financier, la construction d'un certain nombre de structures qui financent l'accès aux soins, en particulier dans le VIH, dans la tuberculose et dans le paludisme, mais pas que, sur le financement des vaccins au niveau international. Et il a mis un arrêt au financement de ces différentes structures en disant ils ont 90 jours pour m'expliquer pourquoi c'est nécessaire qu'on les finance. Donc il y a des effets d'annonce extrêmement forts, et puis il y aura probablement, parce que les Américains c'est leur ADN, d'à la fois de porter l'innovation de façon massive, et puis aussi de porter l'Amérique. Et donc, ils ne se retireront pas de l'ensemble du monde. Hein. Et ils vont peut-être se retirer, par exemple, de l'OMS centrale, en disant c'est un machin au niveau Genève, et ils ont, par certains côtés, pas tout à fait tort, hein, mais qui est un machin nécessaire, hein, et hautement nécessaire, mais qui demandait à être réformé. Mais ils ne se retireront pas, par exemple, peut-être des régions de l'OMS ou des CDC, c'est-à-dire des centres de contrôle au niveau infectieux, qui existent, qui est en particulier le CDC Afrique, mais il y en a d'autres également au niveau du monde. Mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait des modulations. Pas trop de catastrophisme. Donc moi je dis, tout le monde est dans le catastrophisme actuel vis-à-vis de ça, je comprends, hein, moi aussi, hein, mais je dis, attendons un peu de voir ce qui va se faire. Sur Kennedy, j'ai pas d'opinion. Voilà. Non mais Pascal, il nous reste 10 minutes. Oui, non mais les autres. Il nous reste un quart d'heure. Comment on se prépare en France
Et en Europe, vous travaillez au niveau européen. C'est vrai qu'il y a un risque américain, manifestement. Mais est-ce qu'il faut craindre le pire? Est-ce qu'on se prépare bien? Est-ce qu'il faut acheter des milliers de masques? Vous se donnez la capacité d'en fabriquer très rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, le niveau de préparation est bon en France, en Europe, dans le monde? Alors, je vais peut-être commenter pour l'Europe, un peu plus, sur lequel on a quand même porté des choses. Ou pour répondre aussi à la question initiale, c'est-à-dire que les choses ont bougé, ont beaucoup bougé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des investissements qui sont faits au niveau national et au niveau européen qui n'existaient absolument pas avant. Et ça, c'est quelque chose d'important, que ces démarches, en plus, sont extrêmement bien structurées et surtout, beaucoup plus important, partagées par la majorité des gens, notamment à l'échelle européenne, mais en fait aussi au niveau mondial. C'est ce qui a été commenté avant. Il y a des leçons qui ont été apprises, il y a des priorités qui ont été mises sur le tapis, qui sont partagées par tout le monde. Et ça, je pense que si on veut construire quelque chose à l'échelle régionale, donc à minima au niveau européen, il faut que ces choses-là soient partagées et validées par l'ensemble. Autrement, on n'avancera pas tous dans la même direction. Justement, c'est pas très bien connu ce que fait l'Europe au niveau de la préparation aux épidémies. Et quelle est votre fonction là? J'ai vu que vous avez une responsabilité de réfléchir à l'organisation européenne. C'est quoi? Alors, on n'ira pas jusque-là. Je coordonne des projets, mais qui se font avec l'ensemble de la communauté européenne et des États membres. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quoi comme structure? Ça dépend de C'est un partenariat qui est en train de se mettre en place, justement, dans lequel il y a la définition d'un agenda stratégique de recherche et d'innovation. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'il a été établi et il est partagé par l'ensemble des États membres de l'Union européenne, plus un certain nombre de pays associés. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important. C'était une première victoire. La deuxième chose, c'est qu'il y a des engagements financiers qui sont mis sur la table pour couvrir des pans de la recherche qui ont été jugés comme des priorités par l'ensemble des scientifiques, à la fois européens, mais aussi internationaux, et des gens du domaine de la santé également. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il y aura des appels à projets. C'est la communauté européenne qui... C'est la communauté européenne et les États membres, absolument, qui payent. Et c'est ERA, c'est ça? Alors, ERA est quelque chose qui vient en complément, puisque là, moi, je vous parle exclusivement un financement de la recherche. De recherche, voilà, absolument. Oui. Ensuite, le ERA, tel qu'il est mis en place, et on commence à en voir un peu plus les contours, qui au départ devait être le BARDA américain. Alors ça, ce sera compliqué de le comparer sur le plan financier. Voilà, mais ça, c'est un vrai problème. Mais sur la philosophie, en revanche, c'est ça. Et les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, ça, c'est vraiment un grand pas en avant. C'est-à-dire qu'en Europe, ça n'existait pas. Une structure qui, en aval de la recherche, se dit, je vais essayer de regarder comment faire pour que les découvertes rentrent dans le flux de développement industriel, pour qu'à la fin, on ait des flacons sur les étagères, parce que c'est ça qui intéresse la population pour pouvoir être soignée. Donc ça, c'est extrêmement important, qui va mettre des financements en place pour aider aux outils de production, les sécuriser, et quelque chose aussi auquel on ne pense jamais, c'est-à-dire de maintenir des capacités d'intervention, mais je pense que c'est la suite de votre question sur la réponse, prête à basculer du mode interépidémique au mode épidémique. Et ça, c'est des gros investissements. Et on est prêt ou pas, alors? C'est en train de se mettre en place. Il faut se dépêcher. Mais c'est ce que tout le monde fait. Alors, sur la réaction, Arnaud Fontanet, en comparaison du Covid, parce que vous avez publié une étude, commenté une étude très intéressante en décembre dernier, là, dans Le Monde en particulier, sur le fait que la France, dans les premiers mois de l'épidémie, en 2020, est dans la moyenne, et pas si catastrophique que ça. Alors, quand on fait le rapprochement de ce qui s'est passé pendant le Covid et ce qu'on va faire maintenant, quel est votre regard? Parce qu'on fait du French bashing, est-ce que la France s'est plutôt pas mal comportée pendant l'épidémie? Il faut tenir compte de ce bouquin quand même. Alors, juste sur le... pour parler brièvement de la France, mais ce n'est pas ce qui est le plus intéressant pour moi, mais je vais le dire très brièvement. Nous voilà bien. La première vague, ça a été celle où finalement, certains pays ont été beaucoup plus touchés que d'autres parce que le virus est arrivé avant. L'Italie en est le premier exemple. La France, le rassemblement évangélique de Mulhouse a fait basculer l'Est de la France dans la situation de crise. Et ça explique un petit peu certains niveaux qu'on retrouve en fin de première vague en termes de mortalité par rapport à la brutalité avec laquelle le virus s'est présenté sur certains territoires. Quand on se projette sur le moyen terme, jusqu'à fin juillet 2022, qui était celui de notre analyse, effectivement, on voit les pays scandinaves qui tirent le mieux leur épingle du jeu avec l'Irlande. Après, il y a un petit groupe qui comprend la France, l'Allemagne et la Suisse.
Et puis au-dessus, le reste des 13 pays européens que nous avons étudiés, avec l'Italie qui est celle qui a payé le plus lourd tribut et dans la durée, pour des raisons qu'on ne s'explique pas bien, hein. Et donc là, je pense qu'on n'a pas tout compris encore des déterminants qui font que voilà, certains pays, à terme, ont plus souffert que d'autres. Pour moi, ce qui est important, c'est finalement la première vague. C'est là-dessus sur lequel je voudrais revenir par rapport à une prochaine pandémie. C'est comment on va réagir sur cette prochaine vague. Il y aura... Là, je pense que de la Covid, on a appris que on met ensemble aujourd'hui tout ce qu'il faut pour qu'une réponse biomédicale puisse être disponible. Et je pense qu'on a le devoir aujourd'hui de faire le pari qu'une réponse biomédicale pourra être disponible dans l'année qui va suivre cette émergence. Ce qui est vraiment important, cette réponse biomédicale, ça peut être un vaccin, ça peut être un traitement. Oui, d'accord. Quand je dis qu'il faut faire le pari, ça veut dire qu'il faut accepter le fait que pour faire face à la première vague, on devra possiblement prendre des mesures assez dures, parce qu'on a quand même l'espoir qu'au bout de l'année, on aura une réponse biomédicale qui prendra le relais de ces mesures en population. Ce que vous dites, c'est la réactivité qui est très importante avant que les hôpitaux soient saturés. Mais des mesures assez sévères, c'est quoi? C'est de reconfinement? Tout dépendrait de la nature même du virus qui circulera. Comme le disait Jean-François, si c'est un virus qui touche les enfants, je pense que l'adhésion de la population aux mesures va être très différente de celle qu'on a pu connaître pendant la Covid, par exemple. Mais ce que nous, on a appris de cette enquête européenne, c'est que sur même si vous avez un vaccin, même si vous avez un traitement, le temps de le produire pour qu'il soit disponible pour les tailles de population à traiter, c'est des échelles de temps d'au moins 6 mois. Donc, il y aura cette première vague à laquelle il faut faire face. Et la leçon du papier qu'on a publié avec nos collègues des 13 pays d'Europe de l'Ouest, c'est que les pays qui ont réagi le plus tôt sont les pays qui s'en sont le mieux sortis. Alors, à la fois sur un bilan humain, et ça c'était assez attendu, mais plus intéressant également au niveau économique. C'est eux qui ont eu le moins de pertes de PIB en 2020, parce que finalement, si je prends l'exemple du Danemark, ils ont fait un premier confinement plus court, voilà, bon an, mal an, à la fin de l'année, économiquement, ils s'en sont mieux sortis. C'est le cas des autres pays qui ont réagi très tôt. Alors, quand je dis réagi très tôt, ce n'est pas forcément un confinement massif, parce que commençant très tôt, vous avez la possibilité, alors que vos hôpitaux sont encore vides, d'ajuster vos mesures jusqu'à ce que vous trouviez le bon équilibre. Et c'est la deuxième vertu d'une réponse très précoce, c'est qu'elle vous laisse le temps d'ajuster les mesures que vous allez prendre pour contrôler la circulation du virus, pour qu'elles restent proportionnées. Donc, il vaut mieux arrêter l'économie pour la protéger. Alors, ce n'est pas simplement arrêter l'économie, parce qu'on peut trouver des modus vivendi qui sont à l'équilibre d'une certaine façon. Le télétravail, par exemple, dans les pays scandinaves, c'est à peu près 50% de la population. Et une fois de plus, leur économie a pas trop mal traversé cette période. En revanche, effectivement, ils ont fermé très tôt les écoles, les bars et les restaurants. Je parlais des Danois parce que je me souviens des critiques qu'on avait portées sur les Suédois, qui étaient très différents de nous. Alors, les Suédois, dans la démarche... Parce qu'ils n'ont pas confiné, les Suédois. Ils ont fait le pari de l'immunité collective, un peu. Non, c'est pas exactement les... Enfin, bon, c'est des situations qui sont assez complexes. Je vais essayer de les résumer au mieux. Mais dans les pays scandinaves, il faut savoir d'abord qu'il y a une confiance très forte de la population dans les institutions. Et que quand les gouvernements sont venus et ont dit à la population prenez des mesures pour éviter les contacts, etc., elles ont été appliquées. Après, il fallait voir où mettre le curseur. Les Norvégiens, les Finlandais, les Danois ont mis le curseur assez élevé en termes de restrictions, mais les gens pouvaient sortir dans la rue. Il n'y avait pas d'attestation. On leur demandait juste de ne pas profiter de cette sortie pour aller faire des fêtes chez leurs voisins, quoi. Donc, et la population a globalement bien suivi. En 2020, ils étaient négatifs en mortalité, hein, puisqu'ils n'ont pas eu d'épidémie de grippe. Donc, ils ont même réussi à être négatifs en mortalité par rapport à ce qui était attendu. Les Suédois, eux, ils ont poussé la barre un peu trop loin parce qu'ils ont voulu, malgré tout, en s'appuyant beaucoup quand même sur la conscience civique des populations, garder certains lieux ouverts comme les bars et les restaurants et focaliser leurs efforts sur l'isolement des personnes de plus de 70 ans qui étaient les plus vulnérables. Malheureusement, le virus est arrivé malgré tout chez ces personnes de plus de 70 ans, notamment dans les EHPAD, et la mortalité en Suède pendant la première vague a été 80% supérieure à celle de la France, ce que les gens ne savent pas, hein. Et le roi est venu en pleurs fin décembre à la télévision suédoise pour s'excuser. Le Premier ministre aussi est venu s'excuser. Mais ça fait combien de morts, 80%? Parce que les pourcentages, c'est toujours un peu piégeant. Il faut le rapporter à la population. Là, je vous le dis par million d'habitants. Oui. Donc, c'est rapporté déjà. C'est énorme. Donc, quand je vous dis 80%, c'est par million d'habitants. C'est à population égale. D'accord. Et après, ils ont serré la vis et ils ont très, très bien terminé la crise. Mais voilà, je pense que la précocité des mesures, c'est très important. C'est celles qui vous permettent d'ajuster votre réponse après pour qu'elle soit proportionnée. Simplement, et c'est le facteur déterminant,
pour que la population accepte de prendre des mesures précoces qui sont quelquefois contraignantes, il faut qu'il y ait une confiance très forte de la population dans les institutions et dans les gouvernements. C'est le cas de la France. Et c'est ce qu'on a vu en tout cas pour les pays scandinaves et plusieurs autres pays qui ont pu réagir très précocement et qui peut être difficile dans d'autres pays. Et Jean-François la France Delfecy, vous aujourd'hui. vouliez intervenir. C'est très, très important. Bon, c'est clair, on a tout compris là. Oui. Non, l'élément de confiance est un élément fondamental. La gestion d'une crise passe par essayer de garder et de construire la confiance entre les citoyens, leurs politiques et les scientifiques. Hein. Et c'est un élément majeur qui, à chaque fois, doit être reconstruit et renouvelé. Mais je voudrais insister sur le fait qu'il y a eu toute une discussion finalement sur est-ce que nos démocraties, et on voit bien l'enjeu, je dirais, de politique au bon sens du terme qu'il y a derrière cette question, sont-elles bien armées pour répondre aux crises? Bon. Et ce qui est frappant, c'est que la réponse est « eh oui ». Et quand on regarde avec l'étude d'Arnaud, avec les nuances qu'il peut y avoir entre les différents pays européens, mais globalement, sur un autre marqueur, hein, qui n'est pas la mortalité, mais qui est la perte de durée de vie d'une nation, qui prend en compte à la fois les décès liés au Covid et les décès liés à autre chose, parce que si on s'est trop occupé du Covid, on peut favoriser les autres. Et quand on regarde ce qui se passe en Europe, où on perd quelques mois, enfin il y a des variations qui rejoignent les problèmes de mortalité, et la France s'en sort plutôt bien, disons-le, hein, plutôt autour de moins 3,5 mois de perte de durée de vie. Et si on regarde les deux autres extrêmes, des deux pays les plus riches du monde, hein, qui sont les États-Unis, qui sont le nœud clé de l'innovation, qui l'ont encore été dans la crise Covid et qui le seront dans la prochaine crise, parce que une fois de plus, c'est ce qu'ils savent faire. Mais les États-Unis perdent moins 2,6 ans. Moins 2,6 ans. Ce qui montre bien que les éléments de réponse surviennent sur un bruit de fond qui n'est pas le même, qui est l'accès aux soins aux États-Unis. Mais l'autre pays du monde, qui n'est pas une démocratie, qui est la Chine, et qui a géré de façon où la gestion n'a pas été de nature scientifique, elle a été de nature strictement politique. Est-ce qu'on connaît les résultats strictement politique. On ne les connaît pas, mais on sait que c'est un drame absolu qui s'est passé à partir de la fin de 2021-2022, avec l'arrivée de Omicron, qui avait une capacité de transmission qui était massive, qui a débordé l'ensemble sur une population mais qui était non moins immunisée, dangereux, qui était moins dangereux, mais qui finissait avec, en termes de population, qui a été considérable, des vaccins qui marchaient moins bien, parce que c'était des décisions politiques. C'est-à-dire que les deux pays les plus riches du monde, l'un qui est une démocratie, l'autre qui n'est pas une démocratie, mais je continue, on fait moins bien, il faut le répéter, que les démocraties européennes. Parce que il y a un côté vis-à-vis des démocraties européennes de dire l'Europe ne sait pas, etc., est toujours en retard. C'est faux. On l'a vu lors de la crise Covid. La réponse au niveau de l'Europe a été finalement la réponse qui a été la plus satisfaisante. Ah, nous passons là. Le contrepoint pour terminer de Renaud Degas. Oui, ça va totalement dans la continuité de tout ce que vous avez exposé, avec une réflexion des leçons sur le Covid. Il y a un élément dont on a beaucoup parlé à ce moment-là, c'était la culture à la fois scientifique et de santé de la population. On disait qu'un certain nombre et vous l'avez évoqué tout à l'heure, de restrictions, de mesures étaient mal compris, à la fois parce qu'il y avait peut-être une défiance vis-à-vis du personnel politique, mais aussi parce qu'il y avait une culture du risque. Vous évoquiez le fait de se préparer au pire et que à la fois on ne sait pas. Est-ce qu'aujourd'hui dans la population, la population est prête à entendre ce discours? On ne sait pas, il faut se préparer au pire et il faut prendre des mesures très vite. Alors, on voit bien qu'il y a un substrat en fait d'éducation à la santé. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment qu'on a avancé sur ce point-là, qui fait partie de la connexion entre le politique et les spécialistes en santé? Et voilà. Sur ce point-là. Un rapide tour de table, chacun va donner son sentiment. Et puis, Raoul, votre temps de parole est un peu moindre que les deux autres, donc on vous donne la parole sur cette relation politique-société. D'accord. Je suis candidat à rien, donc c'est pas très grave que j'ai moins de temps de parole. Non, alors, c'est une évidence, et en revanche, ce qu'il faut savoir, c'est pareil, on peut pas faire un vrai bilan sur les progrès qui ont été faits aujourd'hui, puisqu'en fait, les projets
qui n'étaient pas financés dans ce domaine-là avant le sont aujourd'hui, en tout cas sont candidats à financement, et les premiers travaux commencent à être conduits. Donc c'est quelque chose sur lequel je suis assez optimiste, sur le fait qu'à moyen terme, on obtiendra des réponses à toutes ces questions qui permettront de largement améliorer les choses. Et la question, qui est une question qui a encore été ouverte récemment et soumise à un appel à projet spécifique, notamment sur l'infodémie, qui est aussi quelque chose d'absolument majeur, voilà, et quelque chose auquel Infodémie, dites-nous-en un peu plus. Bah, c'est la fausse information, c'est la désinformation des populations qui sont liées à énormément de facteurs. D'ailleurs, si j'étais capable d'y répondre, j'aurais des financements importants aujourd'hui. Oui. Non, en dehors de ça, voilà, c'est des questions sur lesquelles on se pose, c'est des questions pour lesquelles il faudra un peu de temps pour répondre. Alors, il ne faudra pas 50 ans, mais il faudra un petit peu de temps parce qu'on a des experts quand même qui sont extrêmement bons, qui sont reconnus au niveau international, avec des collaborations internationales aussi d'ailleurs autour de ces questions, parce que l'infodémie est aussi liée à des aspects culturels et régionaux. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles il faudra globalement répondre. C'est en cours aujourd'hui. Et qui nous implique beaucoup, nous, hommes d'information, journalistes et hommes d'information. Arnaud Fontanet. Alors, je pense que la population s'est finalement beaucoup intéressée aux problématiques de santé pendant la crise. Ça a été une opportunité pour tous de se plonger dans différents types de médias pour trouver une information qui les concernait sur leur quotidien. Et je pense que la population, globalement, a beaucoup progressé dans sa connaissance de ces phénomènes émergents, des types de réponses qu'on pouvait y apporter. Alors, bien sûr, on a en parallèle le développement des réseaux sociaux qui ont amené une polarisation qu'on a vu dans la population, qu'on a même vu aussi quelquefois dans les milieux scientifiques, et qui est un phénomène qui est difficile à appréhender parce qu'une minorité peut finalement être surexposée par ses prises de position. Principe, oui. Il est très difficile de savoir ce que pense réellement la majorité de la population. Et même si ce phénomène m'inquiète considérablement, je suis, comme Jean-François, un éternel optimiste qui souhaite néanmoins se préparer au pire. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui a réellement sédimenté en population générale de toute cette crise. Si une nouvelle crise survenait, est-ce que malgré tout, on ne pourrait pas s'appuyer sur une majorité silencieuse? En tout cas, c'est mon espoir parce que je crois que c'est très difficile de s'arrêter à la lecture de ce que l'on peut voir dans les prises de position les plus extrêmes qui sont les plus Arnaud relayées. Fontanet, vous dites que la population a progressé dans sa connaissance de la santé. On voit l'épidémie de grippe aujourd'hui où les taux de vaccination sont tout à fait insuffisants et des centaines de morts. Donc, comment on explique ça alors? On comprend mieux, mais on ne se vaccine pas. Alors, peut-être que dans une épidémie de grippe, il y a beaucoup de phénomènes qui interviennent et qui expliquent que celle de cette année puisse être plus virulente que les précédentes. Peut-être que là, et c'est vrai qu'on voit beaucoup dans notre entourage de gens touchés par la grippe cette fois-ci, je serais assez curieux de voir ce qu'ils feront l'année prochaine par rapport à leur vaccination de grippe, parce que finalement, ils ont vu possiblement le bénéfice. Oui, mais c'est de la difficile vaccination. l'éducation des populations. Sur ce sujet, vous poser une question. Est-ce qu'on a soldé, à votre avis, l'affaire Didier Raoult? Est-ce qu'elle est soldée? Jean-François Delfrécy. Et je vous parlerai de... Non, pouvez pas, on se termine, on termine. Et je vous dirai la page 89 du livre. Pascal, et ça fait 1 heure. Alors, pour répondre à la question de Pascal. Ce n'est pas un enjeu. Alors, monsieur Hervé Raoult. Raoult, c'est pas un enjeu. Alors, Raoult avec un T. Hein. Non, ça a été un enjeu pendant la crise, mais ce n'est pas un enjeu sur la réflexion que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire que faire lors de la prochaine crise. Il y aura possiblement d'autres Didier Raoult. Hein. Il faut savoir que la science peut déraper. Mais l'affaire Didier Raoult n'est plus un enjeu, je dirais, sur l'idée que nous pouvons avoir de construction de réponse à la nouvelle crise. Elle pose une question, par contre, sur notre propre organisation des réseaux de recherche et des structures de recherche, mais qui n'est pas l'enjeu d'aujourd'hui. Hervé Raoult, alors. Oui. Pour répondre j'allais répondre avec des mots différents exactement ce qu'a dit Jean-François Delfrécy. Bon, alors on passe au suivant. A-t-elle besoin d'être soldée, finalement? D'accord. Non, mais même opinion. Alors, il faut conclure, Pascal. Il y a une chose quand même que vous dites, et je termine moi aussi, je crois que c'est vous. Vous parlez du pathogène X. Il faut que vous nous expliquiez. C'est-à-dire vraiment le pathogène que personne ne connaît. Je crois que c'est vous qui Ça en parlez. rejoint la leçon d'humilité que Jean-François nous disait au début, c'est qu'on ne sait pas quel sera le prochain pathogène qui va émerger, qui peut avoir des caractéristiques. C'est un peu l'accouchement sous X, c'est pareil. Qu'on n'anticipe pas aujourd'hui, qui poseront des nouvelles questions. Donc, il sera vraiment important d'avoir l'esprit extrêmement ouvert par rapport à toutes les potentialités d'un nouveau pathogène, parce que c'est à la fois utile
d'utiliser l'expérience passée pour avoir un cadre de réflexion face à un nouveau virus. Je reprends l'exemple du SARS-CoV-2. Au début, c'est un bêta-coronavirus. Le cadre de lecture, c'était le SRAS et le MERS. L'énorme différence, c'est que, contrairement au SRAS et au MERS, ils pouvaient se transmettre en phase présymptomatique, voire par des personnes asymptomatiques. Ce qui fait qu'on a contrôlé le SRAS et le MERS, c'est que la contagion ne débutait que 5 jours après le début des symptômes. À cette lecture, on aurait pu contrôler la Covid. Le jour, et Jean-François y faisait référence, en février, on a commencé à comprendre qu'il y avait une transmission présymptomatique. On a aussi réalisé que ce qui avait marché pour le SRAS et le MERS ne marcherait plus, et que là, on pouvait se retrouver face à une pandémie majeure. Ouais. Donc c'est là où il faut garder l'esprit ouvert, et c'est un petit peu ce que la notion de pathogénique... Alors, Jean-François Delfrécy, un mot, puis après je vous demanderai un mot de conclusion. Non, mais ça va être ma conclusion. Il y a un point dont on n'a pas du tout discuté aujourd'hui, et qui à mes yeux est importante, c'est l'organisation de la réponse politique et démocratique à une crise. C'est le gouvernement français, lors de Covid-19, a utilisé différents outils, qui étaient, la création d'un conseil scientifique, 2, de passer par le conseil de défense, 3, de créer une loi d'exception qui lui permettait de prendre un certain nombre de décisions et de les faire valider a posteriori par le Parlement, et 4, enfin, d'avoir dès la fin mars une vision européenne et pas seulement française. Et aujourd'hui, c'est les 4 points. Oui, alors. Et on a tiré de là un certain nombre de leçons qui passaient quand même par une validation initiale par un Parlement. Vous imaginez, restons en France actuellement avec un Parlement complexe comme il est en ce moment, y aurait-il eu un vote pour passer avec une loi d'exception? Je ne sais pas ce qui se serait passé, c'est pas sûr. Hein. On l'a bien vu que quand on a, au niveau du conseil scientifique, comment nous avons été, je dirais, touchés à certains moments par les extrêmes, déjà dès cette période-là. Donc il y a une vraie réflexion que n'a pas voulu, pas pu, pas souhaité, je ne sais pas, faire le politique, mais qui est une vraie question d'organisation sur la prochaine crise. Donc on n'en a pas du tout parlé aujourd'hui. Non, mais rassurez-nous, vous en parlez avec M. Bayrou. Mais c'est un agenda, à mes yeux, qui doit être je vais vous donner fini une de réponse. construire. Oui, vous avez raison. Alors, je vais vous donner une réponse. Notre prochain invité, le 10 février, notez-le bien, sera le directeur général de la Santé, Grégory Emery. Nous lui parlerons de tout ça. Alors, conclusion, oui, on en parlera avec lui. Alors, non, quel est le plus important aujourd'hui? On en a parlé quand même, les réactions de l'organisation. Alors, un mot de conclusion, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui pour être bien préparé pour la prochaine pandémie? Un mot, hein. Non, mais justement, je trouve que déjà, les propos de Jean-François nous permettent de nous élever à un niveau un petit peu différent sur l'organisation de la réponse. Pour moi, il y a des éléments très terre-à-terre qui n'ont pas été évoqués, mais sur lesquels il faut absolument travailler, qui sont l'organisation de la surveillance aux communautés face à une possible prochaine émergence. On a vu, par exemple, le potentiel que les eaux usées avaient pour nous aider à détecter des phénomènes naissants. Il y a tout le problème de l'utilisation de bases de données populationnelles pour le suivi d'une épidémie en population qui demande quand même un travail préalable d'organisation à la fois technique pour le chaînage des données et réglementaire pour y avoir accès. Ce sont là aussi dans la préparation des éléments importants, des leçons de la crise Covid sur lesquelles on pourrait travailler parce qu'au départ, si on veut pouvoir riposter tôt, il faut avoir le signal tôt. Et là aussi, encore du travail à faire. Hervé Raoul, un mot. Alors, juste pour compléter, 2 choses, moi. Quelque chose qu'on n'a pas tellement évoqué jusqu'à présent, c'est la multidisciplinarité, amener les différentes communautés scientifiques qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble à le faire. Et le deuxième point, moi, qui me paraît extrêmement important, c'est de travailler beaucoup et d'investir beaucoup plus sur le passage de la préclinique à la clinique. C'est vraiment un énorme trou dans la raquette, et c'est pas qu'en France. Préclinique à la clinique, c'est-à-dire de la preuve de concept dans des modèles, animaux ou autres. D'accord. À l'homme. Oui. Et un troisième point pour la recherche, Hervé, peut-être, c'est, en particulier pour la France, parce qu'on a vu la différence par rapport à l'Angleterre, c'est être capable de construire des réseaux de recherche clinique avec les médecins de ville. Parce que finalement, une pandémie et une épidémie, elles démarrent en ville. Merci Bravo. Messieurs, merci Pascal. C'est notre combat. Merci aux équipes. Merci aux équipes. On salue nos collègues journalistes de la presse médicale. Merci Pascal, merci Renaud, merci Françoise Millet, merci Nathalie Rattel, Emmanuel Tay, à la veille des acteurs de la santé, à Ortus et LDC Santé. Merci à nos partenaires Groupe Pasteur Mutualité, Point Vision, Care et Via Voice.
Et donc, rendez-vous le 10 février avec le directeur général de la santé au ministère de la Santé. On lui posera plein de questions pour savoir s'il est prêt. Grégory Emery. Grégory Emery. Tu permets, je voudrais dire une chose. Ça me rappelle notre conversation que le pire n'est jamais décevant. Donc, on a été content de vous recevoir. Ni jamais sûr. Et d'autre part, je cite cette phrase que j'aime bien, finalement. Les problèmes qui ont été créés par les hommes, nous pourrons, s'ils ont été créés par les hommes, nous pourrons donc les résoudre. Vous savez qui a dit ça, Philippe? Aristote. Non. John Kennedy, le grand Kennedy.